Bonjour à tous et à toutes. Cet événement, cette rencontre intitulée Polar croisé Colombie-Québec, au cours de laquelle nous réfléchirons que signifie écrire le polar depuis la Colombie ou depuis le Québec, et le polar ne constituerait-il pas un genre privilégié pour témoigner, qui témoigne de nos sociétés, de l'état actuel de nos sociétés. Je rappelle que cette activité a lieu dans le cadre du Festival littéraire international de Montréal Métropolis Bleu, dans sa vitrine de l'automne en collaboration avec le Salon du Livre de Montréal 2021, de même qu'avec la collaboration de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Je me présente, Joanne Rochette, écrivaine. Mon troisième roman, Le Rire de Garcia, publié aux éditions de l'Instant même en 2020, met en scène une Québécoise qui se rend pour 2 ans à Bogotá. À travers ce roman, nous découvrons plusieurs pans de la Colombie, de même que l'impact dévastateur des compagnies minières canadiennes en Colombie. L'écriture de ce roman m'a donc demandé de nombreuses recherches, plusieurs séjours en Colombie, mais surtout ce que je voulais souligner, cette écriture m'a amené à réfléchir beaucoup aux similitudes et aux différences entre le Québec et la Colombie, qui font partie de ce grand ensemble qu'on appelle les Amériques. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une semblable réflexion en se penchant sur le polar à travers les œuvres de nos invités, qu'il me fait plaisir de vous présenter. Santiago Gamboa, une des voix les plus puissantes, une des voix les plus originales de la littérature colombienne. Il est né en 1965, a étudié la littérature à Paris, à Madrid, à Bogotá. Il devient journaliste pour la RF1, de même que correspondant à Paris pour le quotidien colombien El Tiempo. Diplomate à l'UNESCO, il sera également consul à New Delhi. Il vivra un temps à Rome et c'est en 2014 qu'il reviendra après plus de 30 ans, presque 30 ans d'exil, qu'il reviendra en Colombie, s'installe à Cali, écrit un livre qui aborde la question de la négociation des accords de paix entre le gouvernement colombien et les FARC. Il devient un redoutable chroniqueur. Il écrira également de nombreux romans, dont plusieurs polars, mentionnons Le Syndrome d'Ulysse, mentionnons Nécropolis 1209, Retourner dans l'obscure vallée. Ces romans sont traduits en 17 langues et reconnus unanimement par la critique. Bienvenue, Santiago Gamboa. Merci d'être présent. Merci Métropolis Bleu et à toi, Joanne, pour cette chaleureuse bienvenue. Je suis ravi d'être avec vous, même virtuellement, mais j'espère que bientôt, ça sera présentiel. Merci beaucoup. Merci de participer, d'être présent. Je vous présente également Maureen Martineau, une écrivaine québécoise qui vit dans le centre du Québec, à Tingwick. Elle a écrit de nombreux polars et s'est mérité le prix Arthur Ellis du meilleur roman, du meilleur polar en langue française au Canada. Elle a, est-ce que j'ai nommé L'Enfant Promis, le roman qui s'est mérité le prix Arthur Ellis. Mentionnons également La Ville allumette, mentionnons L'activiste. Je souligne également ces 2 romans publiés récemment chez Héliotrope, Une église pour les oiseaux et Zec Lacroche. Bienvenue, Maureen Martineau. Merci, Joanne. Je suis vraiment contente d'être là. En si bonne compagnie et merci à Métropolis Bleu de nous accueillir aujourd'hui. Merci. Vraiment, c'est un honneur de vous accueillir tous les deux. J'aimerais souligner vos romans sont des œuvres captivantes. Vous créez des romans extrêmement riches qui abordent des grands problèmes du monde comme l'âme humaine, les comportements humains individuels et collectifs, ce qui donne toute la profondeur à vos œuvres. J'aimerais présenter pour les auditeurs vos récents romans en français de Santiago Gamboa, Des hommes en noir, publié chez Métellier, et pour les 2 romans de Maureen Martineau publiés chez Héliotrope, mentionnons Une église pour les oiseaux
et Zec Lacroche, le plus récent, chez Héliotrope. Nous allons particulièrement parler de ces ouvrages, mais en même temps de l'ensemble de votre écriture du polar. À la lecture de vos ouvrages, j'ai été frappée par plusieurs points de convergence, alors j'aimerais commencer avec l'un d'eux. J'aimerais parler du territoire. J'entends par territoire la forme physique du territoire, alors que l'on parle de la nature, des montagnes, des rivières, des animaux, mais également des milieux urbains, les villes, les rues, les quartiers. Tous les deux, vous écrivez le territoire avec un grand art. Je comprenais qu'il ne s'agissait pas que de situer les lieux pour le lecteur. Votre écriture va beaucoup plus loin. On ressent le territoire, il nous porte, il nous raconte quelque chose. J'aimerais vous entendre à ce sujet. Quelle place prend le territoire dans votre écriture? Est-ce que pour vous, c'est une contrainte ou c'est une source d'inspiration? Et je parle des lieux physiques. On abordera la question des aspects humains du territoire, mais dans un premier temps, est-ce une base de création pour vous? Je commencerai avec vous, Santiago Gamboa. Et oui, bon, un des moments les plus importants de ma vie, ça a été il y a 5-6 ans, quand je suis rentré en Colombie pour vivre. Bien sûr, pendant ces 30 ans que j'ai vécu ailleurs, je venais tous les ans, tous les 2 ans, mais retourner pour vivre, et donc vivre dès l'intérieur ce qui est le pays, ce qui sont ses problèmes, etc., ça a été une chose très importante pour moi. Et surtout parce qu'en fait, en vivant pendant 30 ans dans d'autres pays, et quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'en fait, le pays que je connaissais le moins, même au niveau de territoire, c'était justement la Colombie. En fait, je connaissais le ville, c'était une espèce d'archipel de 3-4 villes. Toute ma famille vient de la même ville, de Bogota. Je vis maintenant à Cali, mais toute ma famille, c'est une famille de Bogota. Et donc, maintenant, habitant à Cali, j'ai eu l'impression de continuer un peu le voyage. En fait, j'ai eu l'impression d'être rentré en Colombie, mais pas chez moi. Et donc, c'est comme si le voyage continuait. Et j'ai commencé à découvrir les montagnes, la nature, tout ce qui est autour de Cali, que c'était des zones très dangereuses pendant des années et des années, parce que c'était disons, la région dans laquelle tous les combats avec la guérilla, le paramilitaire, les routes du trafic de drogue passaient. Et donc, c'était des endroits qu'on ne pouvait pas visiter depuis 30 ans. Et donc, quand je suis rentré et quand le processus de paix commençait vraiment, on pouvait revisiter ces endroits-là. Et donc, j'étais émerveillé par la force de ces montagnes, par les silences des indigènes, des autochtones qui habitent dans ces endroits-là, qui racontaient des histoires incroyables de la guerre. Et puis, je suis rentré petit à petit aussi sur des territoires que j'avais visités en tant qu'enfant, donc des sites archéologiques qui étaient complètement abandonnés depuis 30 ans à cause de la guerre. Et donc, ça a été une espèce de voyage de découverte pour moi. Et d'une certaine façon, cette admiration que j'ai eue pour ce territoire-là, redécouvert pour moi de mon pays, qui est exprimé dans le roman des Hommes Noirs, parce que c'est dans ces montagnes-là, c'est dans cette nature-là, et dans laquelle une grande partie du roman se passe, au moins l'origine, puis après c'est la ville de Cali. C'est une ville qui pour moi, c'est une ville que j'ai découvert littérairement. À Bogota, toute ma famille et mes amis me disent, mais comment ça se fait que tu ne viens pas vivre à Bogota? Je n'ai pas envie de donner des explications, mais donc je me suis arrêté à dire, j'aime bien les villes à 2 syllabes. Donc j'ai vécu à Madrid, à Delhi, à Paris, et Cali, ça suffit. Bogota, c'est trop long pour moi. Donc, une belle redécouverte du pays, sans doute, qui devait alimenter l'imaginaire de l'écrivain en vous. Maureen, que représente le territoire qu'on sent tellement fortement dans votre écriture? Moi, j'aime bien
situer mes romans, mes intrigues dans des territoires peu peuplés, donc éloignés des grands centres. Alors, on se retrouve souvent en pleine nature. Moi, je suis une amoureuse de la marche en forêt, de la baignade, et je suis toujours à la quête de la découverte. C'est grand, le Québec, les territoires inexplorés, qu'on pense inexplorés, sont vastes. Alors, je pars toujours à la quête j'aurais été découvreur dans une autre vie. Là. Tu sais, j'aurais été faire des expéditions, ça aurait été vraiment ma tasse de thé. Sauf que quand j'ai écrit Zec Lacroche, justement, je cherchais un coin sauvage, un lieu paradisiaque où une mère et sa fille pourraient être venues camper pendant 15 ans parce que c'était le plus beau coin du Québec, autour d'un lac pur, non pollué. Et je me suis retrouvée dans une ZEC parce que chez nous, ben c'est ça, au Québec, tu as des zones d'exploitation contrôlée, des pourvoiries qui, c'est assez ambigu, ça appartient au gouvernement, mais c'est donné en location à des groupes qui l'exploitent pour la chasse et la pêche. Mais il y a des petites fenêtres à la fin où, alors quand la pêche est terminée et que la chasse n'est pas commencée, on peut, des gens comme moi qui veulent juste aller camper, on peut y aller. Et on se retrouve donc dans des coins très, très sauvages. Mais ça, c'est l'idée qu'on en a de ces territoires-là. C'est ce qui est intéressant parce que dès que tu y mets le pied, dès que tu fouilles un peu, tu t'aperçois que ça n'existe pas, le paradis. Tous les territoires sont occupés ou disputés. Et là, exactement, ce petit coin-là, cette petite ZEC-là, j'ai découvert que, dans le fond, c'est une terre ancestrale de la nation Atikamekw qui est revendiquée pour la chasse et la pêche. Ils veulent pouvoir aller faire du trapage là ou de la chasse sans avoir à payer la pourvoirie. Alors, il y a déjà une tension entre Blancs et Autochtones sur ce territoire-là. C'est un territoire aussi disputé entre les chasseurs et les travailleurs d'Hydro-Québec qui ont harnaché la rivière Saint-Maurice qui passe par là. Il y a plusieurs barrages. Donc, le gouvernement donne aussi des permis de coupe de bois. Alors, tu vas retrouver des grosses remorques, des papetières qui ont le droit de couper des arbres. Alors, le petit paradis enchanteur qui doit être silencieux, puis tu entends le bruit des oiseaux, non. Tu entends des tronçonneuses, tu entends des coups de feu. Enfin, fait que je trouve ça intéressant parce que ça nous permet de fouiller ces territoires-là et dans ce milieu-là, déjà tendu sur le plan dramatique, d'y situer une action qui procède de ces tensions-là aussi. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a quelque chose qui jure quand un crime se commet dans un lieu si beau, si harmonieux. Je me dis, ça relève presque du sacrilège. Puis moi, c'est tout mon amour de la nature, mon espèce de quête du paradis perdu de ces forêts-là qui est bousculée, puis que je veux visiter quand j'écris. Donc, quand j'écris Zec Lacroche, c'était vraiment ça. Alors, puis, je ne sais pas, mes autres romans, comme j'aime aussi les petites communautés, tu sais, les petits villages, le milieu rural, parce que c'est très particulier. On va peut-être en parler tantôt au niveau des communautés qui vivent là. C'est très différent de ce qui peut se passer comme criminalité dans les grands centres urbains. Mais c'est ça, la nature. Moi, j'adore la nature. Il y a toujours des lacs et des rivières dans mes histoires, puis des personnages qui s'y baignent, parce que moi, j'aime ça aussi. Je collectionne, je recherche les lacs et les rivières, comme il y en a qui recherchent des montagnes pour faire de l'escalade. Moi, je recherche les lacs pour pouvoir faire de la baignade. Alors, c'est vraiment une passion. Puis quand on écrit, puis qu'on y va de l'amour aussi du territoire qu'on a pour s'inspirer. Moi, je pense que c'est beaucoup cet amour-là de la nature, là, cette connexion-là que je veux explorer quand j'écris. Vous en faites profiter les lecteurs à chaque fois, on sent, ça nous fait vivre justement ce territoire, cette nature extraordinaire. Vous avez magnifiquement ouvert la porte à ma seconde question, l'aspect plus humain. Je souligne quelque chose que vous venez de dire, ça vous semblait un sacrilège.
un sacrilège quand on découvre ou qu'on pense à un crime qui se passe dans des lieux si beaux. Oui, je vois très bien la nature que vous décrivez qui est exceptionnelle et je pense également à la nature exceptionnelle en Colombie pour l'avoir vue. J'ai été renversée par la beauté de la nature en Colombie. Alors, parlons des aspects humains du territoire. Un territoire, c'est également une population, bien entendu, avec ses manières de vivre, ses habitudes, sa culture, ses caractéristiques propres. Alors, j'aimerais reposer un peu la même question, mais sur le plan humain. Est-ce une source d'inspiration pour vous, les caractéristiques humaines d'un territoire et même, j'irais plus loin, est-ce que les caractéristiques d'une population donnée peuvent en venir à carrément déterminer le sujet de votre roman ou définir les grands axes de l'intrigue que vous voulez écrire? Santiago. Et merci, Joanne. Et en fait, et c'est une question très intéressante parce que ça me permet d'expliquer un peu comment je vois et le rapport entre le polar et la réalité. Dans un pays comme la Colombie, mais je pense que c'est la même chose pour tout ce qu'on peut appeler l'Amérique hispanique, le Mexique, l'Amérique centrale et plusieurs d'autres pays d'Amérique du Sud. Et parce qu'en fait, on écrit des polars, mais en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est ce qui marque une espèce de point de vue très, très fort. Et donc, parfois, je me dis que moi, ce que j'ai écrit, c'est des romans réalistes sur la réalité, et que c'est la réalité qui est noire comme tout. Et donc, ça devient parfois même, je pense, à une espèce d'invention littéraire qu'on pourrait appeler le polar involontaire. Parce qu'on fait une description de la réalité, de ce qu'on voit autour. Parce que parfois, moi, je suis ce type de romancier qui aime penser le monde dans lequel il vit littérairement. Et j'aime bien penser littérairement la société qui m'entoure, moi-même, mes rapports avec les autres, et voilà, mon rapport avec l'histoire, avec le présent, etc. Mais quand on fait ça en Colombie, c'est impossible d'éviter les histoires de crimes, de corruption, de violence, parce que c'est quelque chose qui est hyper présent dans la vie, et pas seulement de la Colombie, de tous nos pays. Imaginons par exemple le Mexique, avec tous les problèmes qu'ils ont maintenant de violence avec le trafic des drogues. Le trafic des drogues en Colombie, n'en parlons pas. Je pense que plusieurs pays, et la littérature d'un pays, normalement, fait des tours autour de 2 ou 3 grands axes des problèmes que chaque société a dans son présent et qui vient du passé. Quand on voit la littérature des polars qu'on écrit au Chili, et c'est très souvent lié à la dictature, au coup d'État de Pinochet, à la répression, l'autoritarisme. Quand on voit la littérature, le polar italien, ça va autour de la mafia, cette espèce de deuxième pays invisible qui est bien présent pourtant dans le pays visible. Si on va dans la littérature du Mexique, comme on disait tout à l'heure, on va retrouver toute cette violence liée au trafic de drogue, le problème de la frontière, le rapport difficile avec les États-Unis, etc., etc. Et on va retrouver le grand problème d'une société. Donc, quand on regarde la société, on veut faire une espèce de roman, même réaliste, au point de vue 19e siècle, on devient forcément un auteur de polar. Non? La différence, en fait, c'est pas une différence, mais ce qui est important pour moi, c'est qu'un polar doit être avant tout un grand roman. Et j'ai jamais pensé que pour l'effet d'être un polar, et doit laisser de côté certaines choses. Et donc,
moi, j'aime beaucoup, justement, les écrivains de polar qui ont de la profondeur, comme tu disais tout à l'heure, Joanne, de la profondeur et avec ces personnages, qui sont engagés profondément avec les histoires et la réalité qu'ils sont en train de décrire et qu'ils sont en train comment dire, essayer d'expliquer littérairement dans cette espèce de pensée littéraire qu'on retrouve chez la littérature et qui nous permet de connaître mieux l'être humain, la société, la condition humaine. Donc, je pense au roman, par exemple, de Patricia Highsmith, qui s'est tombé. Pour moi, c'est comme le Vatican du polar. Et je pense à un auteur contemporain à moi, et très ami aussi d'ailleurs, Leonardo Padura, par exemple. Donc, et il y a un écrivain suédois que j'aime beaucoup, que je suis certain que vous avez lu, c'est Henning Mankell. Chez eux, très différents les uns des autres, mais je retrouve cette espèce de engagement d'abord avec la littérature. C'est des grands romans qui vont à l'intérieur des problèmes, des sociétés. Je me souviens cette merveilleuse phrase de Balzac qui disait que le roman était l'histoire privée de la vie de société. Non? Parce qu'en fait, c'est qu'on peut reproduire ou analyser, on peut réfléchir sur la vie des gens simples, la vie individuelle des personnes, mais à l'intérieur de ce gigantesque orage que c'est le présent, que c'est l'histoire. Et tout ce qui se passe, c'est comme si c'est des mouvements qui poussent les gens vers ici ou vers là-bas. Et donc, on retrouve dans mes romans, j'essaie d'écrire un peu à l'intérieur de cette idée de la littérature et du polar comme un espace aussi de réflexion, un espace aussi hyper littéraire, très profond, non? Dans lequel on lit pas seulement un argument qui se développe, mais on va et on rentre un peu à l'intérieur de la psychologie des êtres humains qui vit tous ces problèmes, toutes ces contradictions. Et en Colombie, dans une semaine, on a plus de problèmes et de scandales que la Norvège en 5 ans. Non? Et donc, on est en permanence mis devant des situations incroyables. Et moi-même, en tant que citoyen, depuis 6 ans en Colombie, mais la population colombienne, et donc, en ayant tellement de différences économiques, l'injustice sociale étant tellement grave, les différences d'éducation tellement différentes et graves aussi. Et donc, ça aussi, c'est un facteur de violence, non? L'ignorance, là. Et donc, l'ensemble de tout ça produit un espace qui, paradoxalement, est incroyablement riche pour un romancier. Parce que ce qui est bon pour un romancier, c'est pas bon pour une société. Ça résume bien. Et effectivement, on sent tout ça absolument dans vos romans, cette profondeur, cette largeur de vue, cette volonté de comprendre de l'intérieur et de montrer de l'intérieur. Nous allons creuser cette question. Maureen, nous avons hâte de vous entendre également. Donc, l'aspect humain d'une population, est-ce une source d'inspiration pour vous, une contrainte? Quelque chose qui oriente profondément votre roman, votre projet d'écriture? Oui, mais je crois que comme auteur, on n'est pas à l'extérieur, hein, on est vraiment à l'intérieur de la société de laquelle on veut rendre compte dans notre écriture. Et j'ai aimé ce que M. Gamboa a dit. Moi, je n'avais jamais pensé à cet adjectif-là, mais oui, moi aussi, je pourrais dire, dans le fond, que j'écris des polars réalistes. Mais, tu sais, en fait, ce que je disais quand j'en parlais, habituellement, je disais qu'il y a une grosse part de réel dans mon écriture, mais ce qui revient peut-être au même, dans le sens que moi, je veux témoigner de mon époque, je veux témoigner des enjeux qui vont me chercher. Comme dans Zec Lacroche, la part de réel dans cette histoire-là, je l'ai prise dans le fond, dans une émission d'actualité
télévisuel, enquête, qui avait découvert qu'il y avait des femmes autochtones dans le Grand Nord, je crois que c'était à Val-d'Or, qui s'étaient vraiment faites malmener par les policiers de l'endroit. On les conduisait en forêt, on les laissait là. Le rapport avec le système de justice était très, très questionnable. Alors, c'est vraiment, ça, c'est en Abitibi, mais j'ai pris quelque chose qui se passe dans le territoire d'Abitibi, je l'ai transposé en Haute-Mauricie, mais parce que c'est la même configuration du territoire. Il y a la proximité de la communauté de Wimotashi, par exemple, et de Manawan. Fait que même si ça se passe dans Zec-Lacroche, mon action, il y a des personnages qui viennent de Wimotashi. Puis toute cette question-là, d'espèce de discrimination par rapport au système de justice qui est fait face aux nations autochtones à plusieurs égards, et ça a été renforcé par le drame qu'on a connu avec Joyce et Echaquan récemment. Alors, je pense que le polar, moi, le polar que j'aime lire et que j'aime écrire, il est très en diapason avec les drames sociaux de son époque. Et veut questionner les protagonistes de ces drames-là. On veut comme fouiller un peu plus. Et je suis d'accord que c'est pas parce que c'est un polar qu'on est en survol, c'est vraiment, on va au plus creux de l'âme humaine. Et je trouve ça... ce que je trouve intéressant, c'est justement que le polar fasse ça aujourd'hui, parce que moi, je trouve, moi aussi, mon mentor, c'est drôle, parce que moi aussi, c'est Henning Mankell, j'ai tout lu de lui, et quand j'ai vu, j'en lisais des polars avant, mais quand j'ai découvert Henning Mankell, je me suis dit, hey, je ne savais pas, et je découvrais qu'on pouvait presque faire du polar social-politique, adresser ces grandes questions-là dans le polar. Et puis, moi, ça a été une révélation parce que moi, je viens du théâtre. Je faisais du théâtre militant à l'époque, pendant 30 ans avec le Théâtre parmi nous. Puis quand je passais dans la littérature, je cherchais quelque chose, une espèce de continuité, de comment je pouvais continuer de questionner des injustices sociales, mais à travers la littérature. Parce que ça va me chercher personnellement comme femme, comme personne. Puis on va parler de la violence tantôt, peut-être, mais je veux dire, il y a vraiment beaucoup de sujets, parce qu'on parle du territoire, sont très liés aussi au territoire. Quand j'écris La Ville Allumette, moi, je viens de l'Outaouais, puis quand j'ai quitté, à l'époque, ça s'appelait Hull, bon, aujourd'hui, c'est Gatineau. Moi, j'ai vécu là, j'ai quitté, je me suis sauvée de Hull à 20 ans parce qu'on avait complètement détruit le secteur du Vieux-Hull. Il y a eu une expropriation monstre pour y construire des édifices fédéraux. Alors, ça a été vraiment une espèce d'invasion, de destruction, puis beaucoup de déracinement des familles, de ma famille, de beaucoup d'oncles et de tantes qui demeuraient là. Et ça m'a marqué. J'ai voulu revenir sur ces événements-là dans La Ville Allumette, parce que ça aussi, c'est un territoire, tout se passe dans le secteur du Vieux-Hull, mais c'est un territoire qui a vécu un drame urbain, et qui en vivait encore un au moment où j'écris Ville Allumette, parce qu'il y avait de nouveau des promoteurs immobiliers qui voulaient bâtir des tours dans un quartier historique. Alors, on ne pense pas que ça peut faire nécessairement un bon polar. Quand j'en parlais, je me disais, ouais, c'est pas très, très sexy comme sujet, tu sais, parler de tours immobilières puis de drames d'urbanisme, tu sais, c'est pas comme, je sais pas moi, des femmes étranglées. Fait que, tu sais, mais j'y croyais parce que je me disais, oui, c'est un drame humain qui déchire des familles, qui déracine des familles. J'en ai rencontré qui se sont retrouvés dans d'autres quartiers, qui vivent dans la pauvreté aujourd'hui encore. Alors, ça, je trouve toujours qu'il y a on doit témoigner, tu sais, personne n'en témoignait de ce drame-là, qui est un drame qui s'est passé dans les années 70, dans ce secteur-là de la ville. Alors c'est comme, et qui m'a atteint moi, personnellement aussi. Alors, je trouve que c'est des sujets riches et que de les traverser avec des intrigues policières, je trouve que ça va bien parce qu'on
on fouille les mobiles, on a une espèce de clé pour entrer aussi par le crime dans les dessous de toutes ces manigances-là. Fait que moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, c'est très, très lié aux endroits, aux territoires. Tous deux, vous abordez effectivement des choses criantes de l'actualité et à toutes sortes de niveaux, à la fois dans la trame principale de vos romans et aussi par 1001 petits détails, que ce soit dans la réalité d'un personnage secondaire ou une scène qui est distincte dans le livre. On le voit à plusieurs niveaux, plusieurs choses. Vous avez un peu évoqué des choses qui vous ont formé plus jeune, sans trop s'attarder là-dessus, mais quand même, parlons un petit peu de ce qui a pu vous marquer dans votre jeunesse. La Colombie, bien sûr, ce n'est pas son seul visage, le narcotrafic et la violence, le conflit armé entre l'État et la guérilla, qui affronte également les groupes paramilitaires. Mais c'est sûr que la Colombie, oui, est déchirée par de grandes violences. Le Québec a une situation relativement stable, prospère, paisible, bien que le Québec connaisse ses violences aussi. J'aimerais savoir, en tant écrivaine, comment, si je prends la société où vous êtes né, la société où vous avez grandi, où vous avez connu vos années d'enfance et le début de votre âge adulte, comment est-ce que ça a marqué l'écrivain selon que la violence est très proche ou qu'elle est très éloignée? Est-ce que, donc, je me concentre davantage sur ces années formatrices. Santiago. Oui, je pense que la violence, c'est quelque chose qu'on vit à niveau individuel. Donc, on ne peut pas imaginer que la violence d'une société est quelque chose statistique et qui marche seulement dans des chiffres globaux, etc. Parce que quand on le voit comme ça, on découvre que l'Amérique, tous les Amériques, y compris l'Amérique latine, c'est le territoire le plus pacifique dans le XXe siècle. Si on fait des comparaisons avec d'autres régions du monde, on se retrouve, et au niveau statistique, on se retrouve que l'Amérique en général, et y compris, comme je disais, l'Amérique du Sud, centrale, etc., avec toutes ces petites violences, mais c'est absolument rien si on le met devant la violence du XXe siècle en Europe, en Asie, en Afrique. Donc, il se trouve que c'est la région la plus pacifique, même en ayant tout ça. Mais comme on vit individuellement les choses, bien sûr, la violence qu'on a vue autour, et dans mon cas, c'était une violence qui n'était pas devant moi. J'ai jamais eu, bon, je l'ai eu après, mais pas en Colombie, quelqu'un armé qui pointait son pistolet contre moi, jamais en Colombie. Et jamais dans mon enfance, dans mon adolescence, ou contre quelqu'un de ma famille, ou contre quelqu'un que je connaissais dans mon entourage. Mais la violence était une espèce de ombre. On savait qui était là. On savait qui dans les montagnes, qui derrière. Non. On ne la voyait pas, mais elle était toujours là. Et on le voyait après à la télé, à la télévision, dans les infos, etc. On voyait qu'il y a eu des morts dans certains endroits, qu'il y a eu d'autres endroits où il y a eu une attaque de la guérilla pendant des années. Quand j'étais adolescent, la guérilla était une espèce de loup auquel tout le monde avait peur, mais personne n'avait vu, personne de ma famille et mon entourage. Bien sûr, pour d'autres régions de la Colombie, la guérilla était une réalité permanente. Et si on prend un autre écrivain qui vient peut-être d'un endroit rural, etc., il va te dire, non, pour moi, la guérilla était quelque chose de très concret, parce que j'ai grandi dans des territoires de la guérilla, etc., etc. Parce qu'il faut penser, moi j'ai 55 ans, et il faut penser qu'il y a des gens qui ont exactement mon âge, qui sont nés à l'intérieur des régions de la Colombie sous le contrôle de la guérilla, et qui leur vie, leur façon de voir le pays, leur façon de concevoir
toute la nationalité vient de l'espace d'influence de la guérilla. Oui. Et pourtant, tous les deux, on est des Colombiens, tous les deux. Et quand la Colombie, ici, on adore le football, et quand la Colombie fait un goal, alors on se prend tous dans les bras. Donc, il y a plusieurs Colombies, autant comme des habitants, comme des citoyens. On dit parfois que chaque Colombien est un pays ennemi, parce qu'on ne se met jamais d'accord. Mais en fait, mon expérience, c'était ça. C'était plutôt cette histoire de la violence qui était toujours là, mais que je ne la voyais pas. C'était une espèce d'histoire de terreur pour enfants, parce qu'on avait toujours peur. Non, il ne faut pas aller dans ce genre de route la nuit, parce que c'est dangereux. Il faut plutôt rester ici, il y a la lumière, il y a la protection. Il faut toujours rester en ville. Donc, si on va sortir de la ville, il faut que ce soit le matin et jamais se laisser prendre de la nuit quand on est dans une route parce que c'est dangereux, parce qu'on peut être kidnappé. Et on entendait tout ça et tout ça, c'est une espèce de violence métaphysique d'une certaine façon, parce que mais pourtant pour une majorité gigantesque de la population colombienne n'était pas du tout métaphysique. Il voyait des gens armés partout. Donc, mon expérience personnelle, c'était... Puis après, je suis parti à 19 ans, et pas pour des raisons de violence. Je suis parti comme autant de jeunes qui partent parce qu'ils veulent connaître le monde. Alors, je suis allé en Espagne, ensuite en France. Puis, je voulais rechercher. Et j'ai retrouvé beaucoup plus de violence individuelle contre moi et dans d'autres contextes. Le fait que j'étais colombien, par exemple, moi, je devais prouver mon innocence. Et tout d'un coup, j'étais coupable. Tout d'un coup, j'étais quelqu'un qui était hors de la société. Et je me souviens, parfois en Espagne, même si j'avais une bourse d'études très généreuse, et ensuite en France, et le fait d'être colombien avait une espèce de culpabilité déjà auquel je devais prouver que je n'étais pas un délinquant, que je n'étais pas un narcotrafiquant, que je n'étais pas un violent, que je n'étais pas, etc., etc. Donc, moi, j'avais l'impression un peu comme je suis complètement agnostique, mais c'est un peu comme le christianisme qui dit qu'on est tous coupables de la mort de Christ. Dès qu'on est né, on est coupable. Moi, j'étais coupable pour un deuxième délit, c'était celui d'être colombien. Et je devais prouver mon innocence tout le temps. Et donc, c'était ça aussi très violent. Oui, c'est très violent, ça marque beaucoup. On va pouvoir poursuivre sur cette ligne. J'aimerais beaucoup faire le parallèle. On dit souvent ici que les Québécois sont très paisibles, peut-être trop paisibles. Parfois, on se pose cette question. Maureen, comment, dans votre jeunesse et tout, comment c'est vécu le rapport à la violence? Est-ce que c'est quelque chose de complètement étranger, très loin de vous? Je vous laisse la parole. Ben, je pense que la violence a plusieurs visages et en réfléchissant, je me dis que dans le fond, moi, ce qui m'a le plus atteint, c'est peut-être le type de violence faite aux femmes, du fait d'être une fille, d'être une femme. C'est sûr que j'ai traversé plusieurs épisodes de violence dans le sens que même quand j'étais enfant, la violence conjugale était dans ma famille. Ma mère a vécu de la violence conjugale. Plus tard, ma sœur en couple aussi en a vécu, ma meilleure amie aussi. Moi, j'ai vécu pour ma part, beaucoup de violences psychologiques, organisationnelles au travail dans un milieu toxique de la part d'un collègue qui m'a mené à la démission après des années de travail et tout ça. Je pense que c'est on parle toujours de ce qu'on est, je dirais presque quand on en voit dans la société, ça va nous chercher, ça fait écho. Puis, je veux dire, c'est sûr qu'on n'est probablement pas une société au Québec où on peut évaluer la violence au nombre de morts, de mortalité par le crime, mais je trouve que la violence a peut-être un visage plus hypocrite et plus sournoise et plus insidieuse. Et moi, ça m'intéresse, les gens violentés qui survivent, qui doivent vivre avec les marques de la violence et qui souvent
répondent à cette violence-là en commettant eux-mêmes. Fait que moi, je me suis rendu compte dernièrement que j'ai énormément dans mes écrits de femmes criminelles qui commettent un crime justement en riposte à un crime ou à une violence qu'elles ont elles-mêmes subie. Tu sais. C'est le cas dans Zec Lacroche, Laurie ou les deux femmes à Tikamek commettent un crime atroce, mais je veux dire, ce qui est intéressant, moi, c'est pas tant le crime qu'elles commettent, oui, on le voit, on suit ça, mais c'est tout le crime qui précède ce crime-là dont le livre est l'objet et qu'on visite aussi, tu sais, d'où ça vient et qu'est-ce qui s'est passé de si horrible dans leur vie, quel mal elles ont reçu pour le retourner comme ça contre leurs victimes. Alors, je pense que il y a beaucoup, c'est pas juste de la vengeance, c'est la réparation, le besoin de réparation, le besoin de guérison qui prend le chemin du crime, mais qui on sait, bon, que c'est pas le chemin idéal, mais je veux dire qui devient une allégorie. L'atrocité des crimes que je décris, c'est un peu, dans cette réponse-là, on voit toute la détresse, toute la souffrance que les femmes ont vécu par rapport à d'autres violences. Fait que je pense que finalement, c'est peut-être la violence dont je peux parler le plus facilement, qui m'est la plus familière. Celle-là, en tout cas, la violence à cause de son genre. Et puis, par exemple, dans Une église pour les oiseaux, il y a une scène où Jessica, le personnage principal, vit avec un conjoint violent. Et comment ça s'exprime? C'est qu'elle, dans leur maison, elle mange, elle s'installe pour manger, pour souper sur le plancher. Parce qu'elle n'a pas le droit de salir le comptoir de la cuisine. Puis même quand elle a fini là, son repas, elle est assise à terre, elle se lève, puis là, il faut vraiment qu'elle essuie le plancher de bois franc pour pas qu'il y ait de traces de ses cuisses sur le plancher, parce que s'il s'en aperçoit, elle va y goûter. Alors, c'est sûr que c'est pas la grosse violence spectaculaire, il n'y a pas de mitraillette, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas, tu sais, mais c'est, pour moi, la terreur que vit la victime. J'imagine que ça peut peut-être s'apparenter à la terreur d'un petit caïd qui vend de la dope puis qu'il a peur à sa peau parce qu'il doit de l'argent puis il va se faire tabasser tantôt. Fait que je veux dire, mais celle-là m'intéresse plus parce qu'elle est moins évidente peut-être, elle est moins connue, et c'est plus sournoise, puis elle est répandue. Mais elle est cachée aussi. C'est une violence cachée, c'est une violence qu'on l'a vu avec le mouvement MeToo, puis dit son nom, qu'il y a énormément d'agressions sexuelles ou de violences psychologiques à l'endroit des femmes qui se font et qui sont jamais nommées. Fait que je pense que c'est ça aussi. Le polar permet de mettre à jour, de lever un voile, de révéler des violences qu'on ne voit pas, qui sont moins apparentes, en tout cas, qui ne font pas la une des journaux. Puis moi, ça va me chercher parce que ça a écho ça fait écho à des trucs qui se sont passés chez moi ou près de moi. Ça m'a frappé à quel point tous deux, chacun dans votre style et vos sujets, tous deux, vous écrivez des scènes fabuleuses qui permet au lecteur de comprendre, de découvrir la mécanique de ces violences-là, de l'origine, d'où ça part. C'est extrêmement riche à cet égard. J'aimerais vous demander tous les deux, avez-vous ressenti le désir, qu'il soit conscient ou plus inconscient, d'expliquer votre société, d'aider les lecteurs, le public à comprendre votre société à travers l'écriture de vos romans? Santiago. Je pense que ça, c'est quelque chose que la littérature fait de toute façon, même si ce n'est pas l'intention de l'auteur. Et parce que quand on parle, quand on écrit, même quand on n'écrit pas sur la société, quand on fait de science-fiction 3000 ans après, etc., on est en train de parler de la société. Et quand on parle du passé, on est en train de parler du présent aussi. Donc, soit d'une façon directe, soit d'une façon indirecte, et la littérature et les écrivains parlent toujours du monde dans lequel eux ils vivent et contre lequel ils essayent de s'insurger
ou de recréer ou de refaire. Et ce qu'il disait Maureen tout à l'heure m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, c'est une façon aussi, dans le polar, c'est peut-être la meilleure méthode littéraire pour analyser certains problèmes spécifiques du présent aussi. Et je pense que, par exemple, en Amérique latine, le genre de polar en général, dans lequel on est, disons, dans l'ambiance psychologique dans laquelle on est tous, c'est plutôt le polar qui vient, et pas celui de l'Europe 1930, 1920, Agatha Christie, Sherlock Holmes, tout ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est plutôt un polar intelligent, c'est une espèce d'énigme pour l'intelligence de quelqu'un hyper intelligent, etc. Mais quand ça est arrivé aux États-Unis, c'est devenu avec Chandler, Chester Himes, etc., Dashiell Hammett, ça a commencé à devenir une espèce de chronique de la vie quotidienne de la ville et ses problèmes. Et donc, puis après, l'investigateur, c'était pas quelqu'un qui était moralement au-dessus des autres, même pas des assassins parfois, non. Et donc, c'est plutôt cette image-là qui est venue en Amérique latine, l'image du polar comme l'espace littéraire dans lequel on raconte les problèmes d'une société. Et ça a été très, 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 très bien reçu en Amérique latine avec des écrivains comme Paco Ignacio Taibo et comme le premier romancier de romans noirs à la fin des années 60 en Amérique latine, au Mexique, dans d'autres pays, mais en ajoutant un peu l'engagement politique. C'est ce que disait Maureen tout à l'heure aussi. Ici, en Amérique latine, c'est clairement. Et en plus, le polar changeait dans chaque pays parce que dans certains pays, imaginer qu'un héros représente la loi, c'est pas du tout croyable. Parce que, par exemple, moi, j'utilise des journalistes parce que les journalistes sont ceux qui font des enquêtes. Mais quand ils connaissent la vérité, ça ne veut pas dire forcément que la justice a gagné. Et d'ailleurs, ce qui se passe, enfin, la situation dans mon pays, dans d'autres pays de la région, c'est que le vrai détective, mais sans un pistolet, c'est les journalistes. C'est les journalistes qui est tué, qui est menacé, qui est tout. Donc, et qui arrive à la vérité et parfois est menacé par les pouvoirs et même par la justice elle-même. Non? Et donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus croyable dans la réalité de l'Amérique latine dans laquelle je vis, et ces personnages-là. Mais il y a d'autres régions de l'Amérique latine, au sud, par exemple, dans lequel, au Chili, Luis Sepúlveda, dans ses polars, et l'investigateur, c'est un ex-guerrillero contre la dictature de Pinochet. Enfin, dans chaque pays, le polar se transforme dans son architecture pour faire rentrer la réalité, l'histoire et le présent, surtout, du pays. Et c'est ça que j'aime beaucoup, comme instrument aussi de compréhension et parfois aussi de critique. Et Phyllis Dorothy James, quand elle est cette merveilleuse écrivaine de polar anglaise, quand elle avait 85 ans, je ne sais pas combien d'années, mais très âgée, elle parlait de problèmes de Londres d'aujourd'hui, enfin, de son présent. Elle ne parlait pas du Londres des années 40, 50 peut-être quand elle était jeune, non, elle parlait du Londres qu'elle voyait, le punk, le trafic de drogue, la violence liée au groupe de supporters des équipes de foot, etc. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans le polar, cette façon de se adapter à la réalité des problèmes et de chaque société dans laquelle elle travaille. Oui, absolument, très, très actuel. Maureen, j'ai vu beaucoup d'actualité. Non, j'ai pas le mot juste, vraiment une image de notre réalité présente. Donc, je réitère cette question. Ressentiez-vous le désir d'expliquer notre société ou d'éclairer des parts dont on parle moins parfois?
Oui, c'est sûr. Puis je trouve que le meilleur véhicule pour le faire aussi, c'est avec pour que les gens embarquent dans la proposition, dans l'intrigue et tout ça, c'est de le faire avec des personnages auxquels ils peuvent s'identifier. Puis moi, ça m'achalait dans certains polars. Des fois, j'aimais l'histoire, mais j'avais de la misère à croire le héros ou le détective. Souvent, il y a quelque chose de surhumain ou puis l'intrigue était un petit peu trop rocambolesque ou bon, des trucs un peu à l'américaine que je trouvais un peu surfaits. Puis je me disais, mon Dieu, je sentais plus l'influence des polars américains dans notre littérature que tu sais, nous, comme société québécoise, comment on traduit ça en polar. Et je trouve que ça commence à se lire davantage l'identité, je dirais, du Québec dans la littérature policière. Parce que moi, je trouve ça intéressant. Comme moi, j'essaie de créer, entre autres, des personnages d'enquêtrices. Judith Allison, qui est dans ma série d'enquêtes procédurière que j'ai faite. C'est quelqu'un, tu sais, c'est quelqu'un qui a des failles, qui n'est pas surhumain, qui est une mère de famille, elle allait au restaurant. Bon, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose elle a une vie sexuelle, on ne s'en cache pas, tu sais, on ne ferme pas la porte quand on arrive à ces moments-là. Fait qu'il y a quelque chose de quotidien, de vraisemblable, tu sais, on peut reconnaître des femmes comme ça qui font leur travail de policière, ils le font bien, puis ils vont rencontrer des écueils. Puis, fait qu'à ce moment-là, je trouve que la porte est plus grande ouverte pour entrer dans l'histoire qu'elle va traverser. Et dans l'histoire qu'on traverse effectivement après ça, c'est intéressant aussi du côté des crimes ou des criminels, que ce soit parce que moi, c'est ceux-là qui m'intéressent le plus. Des gens ordinaires, là, tu sais, c'est votre voisin qui un jour, ou votre voisine qui un jour, parce que la personne elle se retrouve dans une situation, un événement, va traverser de l'autre côté, elle va sombrer dans le chemin du crime, commettre l'irréparable. Alors, ce n'est pas nécessairement des tueurs en série, des psychopathes, des grandes figures avec des grands crimes spectaculaires. Moi, je trouve ça plus intéressant d'aller du côté j'allais dire du petit crime, mais un crime n'est jamais petit. Il semble petit, mais après ça, je veux dire, c'est toujours la fin du monde quand quelqu'un meurt, tu sais, puis ça aussi, ça a des impacts sur la famille et tout. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est ça qui rend un peu plus... qui nous ressemble aussi davantage. Alors, on peut parce que c'est sur notre territoire, parce que c'est des gens qui nous ressemblent, auxquels on peut s'identifier, moi, je pense qu'on s'approprie à ce moment-là davantage les drames qu'on fouille par le polar. Absolument, absolument. Vous ouvrez la porte sur un sujet et il nous reste peu de temps, mais on va prendre le temps. On a l'espace. J'ai envie de creuser cet aspect un petit peu plus particulier des femmes. Je dois dire aux auditeurs que dans vos livres, vous avez créé de nombreux personnages, hommes ou femmes, qui ont une belle profondeur, une belle complexité, qui sont vraiment intéressants. Et parmi ces personnages, tous deux, c'est frappant, vous avez créé des personnages féminins forts qui font face à la tragédie, qui font face au crime, qui font face à la peur, et sans tomber justement dans la caricature le stéréotype de la femme surhumaine qui n'a peur de rien. J'aimerais vous entendre sur ça, d'avoir des personnages féminins forts comme ça. Est-ce que c'était pour vous une nécessité? Est-ce que c'était un chemin naturel ou un désir très conscient de briser les stéréotypes de votre côté, Santiago? En fait, dans mon roman, les deux protagonistes, c'est deux femmes. Et je pense que d'une façon intuitive, et je voulais équilibrer parce que, et comme dans mon roman, il s'agit surtout des églises évangéliques et de toutes les gigantesques pouvoirs dans mon dernier roman, Des hommes noirs, je parle. Oui. Et dans ces romans-là, il y a une telle force de ces églises évangéliques en Colombie que je voulais regarder un peu littéralement ce phénomène-là. Et c'est un phénomène hyper masculin, non? Parce que c'est les pasteurs évangéliques et c'est le monde de certaines directions, etc. Et donc, d'une façon
peut-être intuitive pour équilibrer cette espèce de ambiance masculine hyper excessive. Alors, j'ai voulu construire ces personnages, les femmes, et comme ça, je trouvais que c'était plutôt le regard d'une femme qui pouvait creuser mieux à l'intérieur de ce monde hyper clos et hyper autoritaire et qui d'une certaine façon, représente énormément de grandes lignes autoritaires d'une certaine société du passé et très, très, très liées au patriarcat. Je ne sais pas comment on dit ça en français, le patriarcat. Patriarcat, oui, absolument. Le patriarcat, exactement. Et qu'on retrouve dans ces ambiances-là. Et donc, peut-être intuitivement, parce que je ne fais pas cette réflexion et hyper consciente avant, mais tout justement en écrivant, parce qu'en fait, moi, je ne connais pas toute l'histoire quand je commence à écrire. Je commence à écrire et je cherche l'histoire en écrivant. Et donc, d'une façon très intuitive, j'ai retrouvé le chemin de deux personnages femmes qui était la façon de creuser dans cet autre monde-là. Très intéressant. Maureen, vous avez commencé, j'ai envie de vous entendre encore, donc le rôle des femmes dans votre écriture. Bien, si on prend le roman Zec Lacroche, je voulais fouiller le thème de la peur chez les femmes. Tu sais, on est pris avec ça toute notre vie. Alors, la situation extrême, c'est vraiment es-tu prête à aller camper seule dans les bois, dans un camping sauvage, là, dans une pourvoirie où tu es vraiment isolé, pas de voiture parce que tu te fais reconduire à cause des chemins raboteux, tout ça, c'est assez difficile. Alors, j'ai mis mon personnage, il y a le personnage de la mère de Laurie et de Laurie qui se confrontent, qui affrontent les peurs. La mère enseigne ça à sa fille, l'a mis dans des situations, non, nous n'aurons pas peur. Petite, elle la traînait dans la forêt la nuit, elle disait, est-ce que tu vois quelque chose? Non, il n'y a rien. Le noir, la peur du noir, la peur des loups, la peur de la forêt, ne va pas te promener dans le bois. Et ça, je trouve que c'est tellement injuste, cette peur-là, parce que, comme je disais tantôt, moi, j'aime tellement ça, explorer, mais même à mon âge, j'ai encore peur. Tu sais, si je prends un sentier pédestre et que je rencontre un homme seul, mais tu sais, je veux dire, je me suis dit à un moment donné, avec l'âge, ça va me passer, il n'y a personne qui va me sauter dessus, là. Mais tu sais, la peur, le questionnement est toujours là. Alors, cette peur-là est au cœur du roman, mais elle est affrontée, elle est vaincue. Tu veux dire, il y a elle défie cette peur-là. Et la peur des ours aussi, parce qu'il y a tout aussi, c'est le territoire de la nature, des bêtes sauvages et tout. Mais fait que ça, c'est un exemple où on essaie tu sais, je veux dire, tu veux rencontrer les obstacles que les femmes vivent dans l'accès au beau, dans l'accès à la liberté, dans l'accès même au travail. C'est pour ça que dans ma série de Judith Allison, elle-même, elle se bute à plein de barrières parce qu'elle est jeune d'abord, puis inexpérimentée, elle est verte, puis c'est une jeune femme policière. Puis bon, puis dès qu'elle manque une marche, bon, ça se remarque un peu plus peut-être. Alors ça, je trouvais ça un défi intéressant. Puis j'avais envie de faire exister un personnage comme ça qui vraiment se bat, parce que c'est pas toutes ces femmes-là, c'est pas des femmes victimes, c'est des femmes qui se battent, qui foncent, mais qui rencontrent des obstacles. La vie n'est pas toujours facile, mais moi, je l'ai fait gagner. ça va bien. C'est dans un roman, mais je veux dire, ça fait rêver. Je veux dire, ça fait quand même, je trouve que ça débroussaille un chemin de l'ouvrir dans la fiction. Absolument, absolument. C'est assez frappant. Vous touchez vraiment une corde sensible. Moi, commencer à lire cette histoire où la femme se retrouve seule en camping dans la nature sauvage. Toutes les femmes ont réagi à ça.
Mon Dieu, elle ose faire ça et que va-t-il arriver? Cela amène à soulever toutes sortes de questions très, très en phase avec notre société, comme toute la notion du consentement. Oui. Vraiment, j'arriverai à la conclusion si on se demande si le polar est un formidable baromètre de nos sociétés et à vous écouter, j'ai vraiment envie de dire oui parce que vraiment, vous êtes branchés sur les grands aspects de nos sociétés, les tensions causées par les enjeux socio-économiques, les enjeux politiques, les enjeux individuels et collectifs également. C'est passionnant de vous écouter. J'aimerais vous écouter encore des heures. Il y aura eu une foule de questions à soulever encore. Nous devons nous arrêter ici, malheureusement. C'est pour moi, il me semble, l'occasion d'aller plus loin, de découvrir. J'aimerais encourager les gens donc à poursuivre les auditeurs à poursuivre leur réflexion, à poursuivre la lecture également. Je rappelle donc en français le plus récent livre de Santiago Gamboa, Des hommes en noir. J'aimerais mentionner que depuis, il a publié un autre livre en espagnol, Colombian Psycho. Peut-on espérer bientôt une traduction en français de votre dernier livre, Monsieur Gamboa? Oui, en fait, c'est prévu pour le mois de septembre 2022. Donc, Alors, ça c'est... mon traducteur travaille déjà et Anne-Marie Métellier, qui est pour moi peut-être mon éditeur le plus important. Oui, oui, absolument. Beaucoup plus que celle en langue espagnole. Moi, je ne publie jamais un mot en espagnol avant que ce mot soit lu par Anne-Marie Métellier. Ah, c'est vrai, c'est passionnant ça. Alors vraiment, c'est intéressant. Donc, j'attire l'attention du public sur cette prochaine publication à venir, donc en français. Et je rappelle, donc, nous avons parlé de Une église pour les oiseaux et Zec Lacroche, le plus récent chez Héliotrope, de Maureen Martineau, qui a également une publication qui vient de sortir, donc Criminel, un recueil de nouvelles en collaboration avec Ariane Gélina. C'est bien ça, Maureen? Oui, oui, oui. 13 nouvelles qui mettent en scène des femmes criminelles qui suivent le calendrier lunaire et on retrouve beaucoup de situations en milieu rural, forestier. Ça traverse aussi les saisons de la chasse et de la pêche. Alors, on reste dans le même territoire nature. Donc, le livre vient de sortir, donc il est disponible. Écoutez, c'est extrêmement riche. J'aimerais vous remercier chaleureusement de votre participation. C'est extraordinaire. Je souhaite remercier les auditeurs, remercier l'équipe technique également pour la réalisation de cet événement. Je rappelle qu'il s'agit d'un événement qui a lieu dans le cadre du Festival littéraire international de Montréal Métropolis Bleu, dans sa fenêtre de l'automne, en collaboration avec le Salon du Livre de Montréal 2021 et en collaboration avec la Feria del Libro de Bogota. Nous remercions ces partenaires de leur appui. J'aimerais ajouter, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur la programmation du Festival Métropolis Bleu, à vous rendre sur le site internet www.metropolisbleu.org et vous encourager à poursuivre donc la réflexion grâce à la lecture de ces œuvres, en espérant, Santiago Gamboa et Maureen Martineau, de pouvoir vous entendre bientôt. Nous allons vous lire. Je vous remercie infiniment. Merci, Joanne. Merci, Joanne. Merci. Au revoir.